On va commencer tout de suite en écoutant Célia Véraud, qui est directrice générale de la Fondation du patrimoine et qui va présenter l'action de la Fondation et les méthodes novatrices qui sont mises en œuvre par cette Fondation pour assurer des sources de financement innovantes, comme c'est le thème de cette nouvelle table ronde. Donc je vous demande d'écouter Célia Véraud. Merci beaucoup. Thank you very much. It's very difficult for me to speak after the previous roundtable because it was so thought-provocative and so interesting. And I have a rather dry subject because I need to speak about the financial model to save our cultural heritage. So it seems a bit dry and a bit austere. But I will also talk about values, which are very important in relation to this topic. But sorry, I will speak in French, so please excuse me. Alors, mon propos aujourd'hui, c'est de partager avec vous l'expérience de la Fondation du patrimoine depuis 20 ans et notamment depuis 2 ans que nous menons un combat particulier avec Stéphane Bern et les autres acteurs du patrimoine, et ce faisant de répondre à la question de savoir quel est le modèle financier pour sauver notre patrimoine. Alors, le problème, nous le connaissons bien en France. Nous sommes en 2019, mais pourtant, de nombreux monuments sont en péril ou en déshérence, nous risquons de les perdre, et Notre-Dame n'est à cet égard que l'emblème d'une situation plus générale. Si on cherche à évaluer le nombre de bâtiments qui sont en péril, nous avons par exemple à la Fondation du patrimoine 3000 projets chaque année dans notre grand hôpital, et encore s'agit-il des malades qui ont accepté de se soigner. Dans le cadre de l'appel à projet de la mission de Stéphane Bern, 3500 sites en péril ont été signalés. Et de son côté, le ministère de la Culture considère qu'environ 5000 monuments historiques seraient dans un état sanitaire dégradé, ce qui ne veut pas dire en péril, mais ce qui veut dire qu'il y a des besoins de restauration. Ces chiffres sont à comparer avec 45 000 monuments historiques, 30 000 projets à la Fondation du patrimoine depuis 20 ans, 100 000 bâtiments religieux, environ 45 000 églises et chapelles. Donc on voit qu'environ 5 à 10% de notre patrimoine recensé, puisqu'il y a aussi une grande part du patrimoine non protégé qui n'est pas recensé, serait en état de difficulté. Quant aux besoins de financement, nous l'avons estimé à 1 à 2 milliards d'euros dans le cadre de l'appel à projet de la mission de Stéphane Bern. Et c'est à comparer au budget annuel pour le patrimoine du ministère de la Culture, qui représente 450 millions d'euros, mais dont en réalité les 2/3 sont destinés aux grands monuments ou aux monuments appartenant à l'État. Or, c'est bien le petit patrimoine qui souffre et non les grands établissements culturels qui drainent à la fois la majorité des financements et la majorité des visiteurs, avec le problème d'engorgement du tourisme que l'on connaît bien. Le problème que nous connaissons, est-ce qu'il réside dans le manque de moyens financiers ? Est-ce qu'en France, en 2019, nous manquerions des ressources pour préserver les témoins de notre riche histoire ? Je suis totalement convaincue du contraire, et je voudrais vous le démontrer à travers l'exemple de 3 maisons d'artistes célèbres, laissées à l'abandon, qui étaient candidates à la mission patrimoine et qui ont été effectivement sauvées suite à l'intervention de Stéphane Bern et de notre fondation. Alors tout d'abord, la villa Pauline Viardot, que nous avons visitée hier avec Europa Nostra, et dont nous avons lancé les travaux. Un bâtiment qui témoigne de l'histoire des cercles littéraires et artistiques de la période impressionniste. C'est un bâtiment qui est vraiment très intéressant par le patrimoine immatériel qu'il porte. Elle a été laissée en déshérence pendant 15 ans et sa façade risquait de s'écrouler. Or, elle est située à Bougival, qui est l'une des communes les plus riches de France et qui abrite un certain nombre d'acteurs de cinéma ou de sportifs célèbres. Donc, est-ce qu'on manquait des moyens pour la sauver ? Non, ce dont on manquait, c'est de l'impulsion. Et suite à sa sélection par le Loto du patrimoine, il a été facile en 1 an de mobiliser le 1 million d'euros nécessaire à son sauvetage. Deuxième exemple, celle de la maison de Pierre Loti à Rochefort, qui pose la question de savoir si ce n'est pas le coût des restaurations patrimoniales qui serait prohibitif par rapport effectivement à la construction neuve. Il y a un certain nombre d'acteurs, notamment publics, qui peuvent choisir de préférer de construire du neuf plutôt que de restaurer leur patrimoine. Alors cette maison de Pierre Loti à Rochefort, elle était également fermée au public depuis plusieurs années, alors qu'elle comporte de magnifiques salles, et notamment des boiseries ramenées d'Orient par l'écrivain Pierre Loti, l'écrivain voyageur, qui sont rongées par les insectes xylophages et donc en danger de destruction.
Les travaux initiaux étaient évalués à 12 millions d'euros pour une maison qui représente à peu près 600 mètres carrés. Donc on est à peu près à 20 000 euros du mètre carré, ce qui est effectivement prohibitif. Mais suite à sa sélection par le loto du patrimoine et à une injonction aussi de ramener le budget à des proportions raisonnables, donc il a été ramené à peu près la moitié de la somme initiale, les travaux ont démarré l'année dernière et la maison sera réouverte en 2022. Troisième exemple, le château de Saint-Exupéry. Peut-être on peut passer à la diapositive suivante, merci. Qui est situé dans l'Ain et qui est la propriété d'une commune de 500 habitants. Alors là, on se demande, est-ce que le problème, ce n'est pas que le propriétaire des sites sont bien souvent des petites communes, des associations et des particuliers qui manquent non seulement des finances, mais aussi des compétences ou de l'ingénierie pour conduire des projets de restauration et les projets économiques de réutilisation qui doivent suivre. Alors ce château, effectivement, il était lui aussi en déshérence, fermé au public pour des raisons de sécurité depuis une dizaine d'années. On sait que sa réplique au Japon est visitée par 300 000 visiteurs par an. Après sa candidature au loto du patrimoine, il sera racheté prochainement par la région Auvergne-Rhône-Alpes, transformé en un lieu de visite littéraire et aussi à caractère familial. 30 millions d'euros vont être investis, dont un tiers devrait être apporté par le futur concessionnaire du site. Ce que ces exemples veulent montrer, c'est que les solutions, elles existent et que finalement, pour emprunter cette phrase qui m'a beaucoup frappée et que je redis presque tous les jours et que j'emprunte donc à l'architecte des monuments historiques Jacques Moulin, ce qui ruine notre patrimoine, ce n'est pas le manque de moyens, ce n'est pas le feu, ce n'est pas la tempête, c'est l'indifférence. À Notre-Dame, l'indifférence avait empêché de trouver 150 millions d'euros pour la restauration de la cathédrale, que ce soit dans des fonds publics ou privés, alors qu'on savait qu'un certain nombre de pierres tombaient sur la chaussée, qu'elle était en grand état de dégradation. Mais suite à son incendie, l'émotion a permis de mobiliser 900 millions d'euros en 3 jours. Notre enjeu, ce n'est donc pas seulement de chercher des ressources financières, mais surtout de circonvenir l'indifférence. Et pour cela, créer les conditions de la mobilisation collective, ce que nous avons réussi à faire autour du loto du patrimoine, ou dans un contexte très particulier, mais qu'on n'a pas envie de reproduire, avec Notre-Dame. Et donc j'aimerais partager avec vous, donc en étudiant les leçons de ces succès, l'espoir que ces succès puissent se prolonger en France et se diffuser au niveau européen. Alors vous allez me dire, et on peut passer à la slide suivante, ça c'est Notre-Dame, effectivement. Slide suivante, pardon. Vous pouvez penser. Alors, comment nous, les Français, qui faisons tous les jours l'étalage de nos divisions et de nos disputes, pourraient prétendre donner au reste de l'Europe des leçons de mobilisation collective? Alors, effectivement, nous sommes en général assez bagarreurs et remplis d'esprit de contradiction, mais nous sommes malins et nous avons trouvé la recette de la potion magique que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Diapositive suivante. Alors cette recette, la voici. D'abord, mobiliser la générosité des entreprises et du grand public aux côtés des fonds publics. Deuxième point, se reposer sur des acteurs de confiance, que sont les acteurs non lucratifs, pour garantir le bon emploi des fonds. Et troisième ingrédient, la sincérité, le désintéressement et la passion. Alors d'abord, le premier ingrédient, la générosité des entreprises et du grand public aux côtés des fonds publics. Il faut être honnête, le financement du patrimoine va reposer sur des tours de table dans lesquels les fonds publics demeurent une part importante, sinon majoritaire, et ça s'explique par le simple fait que la majorité de nos monuments appartiennent à des collectivités publiques et au premier chef les communes. Et face à la difficulté actuelle que nous connaissons de boucler ces tours de table, nous devons réfléchir notamment à comment mieux mobiliser des fonds européens, et c'est un sujet qu'abordera M. Francisco de Paula Coelho, qui représente la Banque européenne d'investissement. Mais face à ces contraintes financières, les financements privés sont de plus en plus sollicités. Certains le regrettent, mais je voudrais démontrer que cette contrainte est en fait une vertu, car c'est positif pour les finances publiques, mais aussi la participation de la société civile a une valeur propre. De ce point de vue, les mécénats d'entreprises et les dons de particuliers représentent une part croissante du financement de la culture et du patrimoine. Au-delà de ces actions de restauration sur tout le territoire, la Fondation du patrimoine a recueilli près de 200 millions d'euros de dons de 103 entreprises pour la reconstruction de Notre-Dame et 24 millions d'euros de dons de particuliers. Et pour la première fois en France, un grand projet de restauration sera financé à 100% grâce à la générosité des particuliers et des entreprises.
Et comme l'a démontré cette collecte pour Notre-Dame, nous avons la conviction qu'il existe un potentiel de mécénat encore supérieur pour le patrimoine et qu'il faut capitaliser sur l'élan qui a été créé. Au plan national, notre enjeu, c'est d'assurer un cadre fiscal qui est stable et incitatif. Et de ce point de vue, les attaques actuelles sur le mécénat d'entreprise, comme le discours un peu fallacieux selon lequel le mécénat ne serait pas une niche fiscale, sont très contre-productifs car cela casse une dynamique qui est positive. Dans tous les pays, c'est une réalité, le mécénat et les dons reposent sur des incitations fiscales. Et d'ailleurs, le régime français issu de la loi Yagon n'est pas particulièrement généreux en ce qui concerne le mécénat des entreprises, si on le compare avec les grands pays industrialisés. En effet, alors évidemment, le caractère généreux de ce régime fiscal du mécénat il dépend de différents facteurs, et notamment le taux d'imposition de l'impôt sur les sociétés, mais aussi du taux de déduction. Et ce taux de déduction, eh bien, il varie dans les grands pays de 20 à 300%. La plupart des pays offrent une déduction à 100%. La France offre une déduction à 60% pour le mécénat, que le gouvernement donc envisage de passer à 40% pour les dons supérieurs à 2 millions d'euros. Et les seuls pays qui sont derrière nous, c'est le Bangladesh et l'Inde. Donc, on a encore des progrès à faire. Et surtout, il faut bien avoir en tête que les incitations fiscales pour le mécénat d'entreprise, elles sont positives pour le budget de l'État. 1 million d'euros de travaux de restauration provoque la création de 13 emplois dans la filière du bâtiment et génère un impact fiscal direct de TVA et de charges sociales de 600 000 euros. À titre de comparaison, la construction neuve ne représente qu'un impact fiscal et social de 400 000 euros. Si l'on compare la dépense fiscale dans le mécénat au gain pour les finances publiques, c'est 1 euro de dépense fiscale pour 4 euros de recettes pour l'État et la sécurité sociale. Donc, continuons à faire du mécénat. Sur le plan européen, notre enjeu va être de faciliter les dons transnationaux. Nous partageons la cause du patrimoine comme la culture qui sous-tend cette cause. Et là encore, Notre-Dame a démontré le potentiel existant puisque nous avons reçu des dons de 152 pays et de 18 000 donateurs. Mais une difficulté très importante réside dans l'absence d'harmonisation des systèmes fiscaux en Europe et de base juridique pour la réglementation européenne des dons. Puisque aussi bien le régime fiscal des dons que le régime des fondations elles-mêmes relèvent des États membres. Donc c'est un obstacle juridique important pour créer un espace européen de philanthropie. En théorie, les grandes libertés garanties par les traités, notamment la liberté de circulation des capitaux, devraient garantir qu'un don fait dans une fondation située, un don fait dans un État au bénéfice d'une fondation située dans un autre État, peut bénéficier dans l'État d'origine du donateur des mêmes avantages fiscaux qu'un don qui serait purement national. C'est ce que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé à plusieurs reprises, et notamment dans des arrêts en 2006, 2009 et 2011. Donc, sur le plan juridique, tout serait possible, mais en pratique, il y a très peu d'États, à part le Luxembourg, les Pays-Bas ou je crois l'Irlande, qui ont mis en place une réglementation et des processus administratifs qui permettent d'exercer de manière effective ce droit à la déduction dans un autre pays. Et la réalité, c'est qu'il y a des obstacles administratifs quasiment insurmontables, ou alors pour les surmonter, des coûts associés de l'ordre de 10 à 15% du montant du don, qui font que, en fait, ce potentiel de don à l'échelle européenne est tout à fait plafonné. On sait qu'il y a un système donc, qui permet la compensation des dons au niveau européen qui s'appelle le Transnational Giving Europe. Mais quand on voit ce qu'on arrive à faire avec ce mécanisme, on sait qu'on est très loin du compte. En Europe, il y a environ 150 000 fondations. Elles mobilisent annuellement 90 milliards de dons. Et le Transnational Giving Europe, lui, ne représente que 5 000 dons annuellement pour un montant de 6 millions d'euros au bénéfice de 300 organismes. Je crois qu'on peut vraiment faire mieux. Et il serait sans doute utile de mener une étude de ce sujet complexe pour apprécier l'opportunité d'une initiative qui serait portée par quelques pays moteurs prêts à organiser une forme de système de reconnaissance mutuelle de leurs dons. Pourquoi pas dans la perspective des assises de Bruxelles de l'année prochaine. J'ai longuement parlé du mécénat. Il est important de parler des financements innovants tels que le loto du patrimoine. Ce loto du patrimoine, il a été mis en place en France depuis 2018, après de longues années de combat de François de Mazières. Il est inspiré de dispositifs comparables qui existent dans d'autres pays, comme au Royaume-Uni et en Allemagne. Son originalité et son succès vient de ce qu'il ne consiste pas, comme dans les pays qui l'ont inspiré, à prélever un pourcentage sur les recettes de la loterie,
mais à proposer aux joueurs des jeux qui sont dédiés au patrimoine, dont le produit est destiné à des monuments déjà identifiés et qui sont situés un peu partout sur le territoire, donc près des joueurs. Il y a cet aspect de proximité et de fléchage qui est tout à fait original et qui ressemble en fait à l'activité que nous menons lorsque nous collectons des dons. Ainsi, il ne s'agit pas en substance d'une ponction sur des fonds qui auraient dû abonder le budget de l'État, mais véritablement d'une opération philanthropique, dans laquelle des joueurs, qui sont aussi des donateurs, affectent une partie du produit de leur achat sous la forme d'un micro-don à une cause qu'ils veulent soutenir. Donc c'est un mécanisme innovant qui est en fait une manière d'attirer vers le don et vers notre cause un public qui est nouveau, et qui est le très grand public, puisqu'en 2018, près de 4 millions de joueurs ont participé aux Jeux pour le patrimoine de la Française des Jeux, ce qui se compare avec nos 45 000 donateurs annuels à la Fondation du patrimoine ou aux 350 000 donateurs de Notre-Dame. Donc il y a un potentiel de participation grâce à ces formules nouvelles qui est considérable. Cette idée d'associer le don à un produit de commerce, c'est donc une piste d'avenir. Ça existait déjà à une petite échelle locale, c'est ce qu'on appelait les produits partage. Quand par exemple une boulangerie fabrique des baguettes ou des gâteaux dont 1 euro ou une partie va aller à un petit monument. L'enjeu, donc, c'est de transformer ça à l'échelle nationale. Alors, à part le loto, nous faisons d'autres expérimentations en ce sens. Par exemple, le Pass Patrimoine, lancé il y a quelques jours par une start-up, qui offre des visites dans 400 sites patrimoniaux en France et dont 10% des recettes seront reversées pour financer les projets de la mission Berne. Donc, il faut appeler de nos voeux que d'autres pays européens empruntent le modèle de la loterie du patrimoine, comme ça semble être le cas du Portugal, qui étudie actuellement la création d'un tel loto. Il est encore beaucoup trop tôt, mais peut-être un jour, on pourra envisager un euro-million européen pour le patrimoine. Ce qu'il faut dire, c'est que prétendre créer un tel mouvement philanthropique de grande ampleur sans se reposer sur des institutions qui sont faites pour ça, ce serait une grave erreur. Et c'est le deuxième point. Il faut se reposer sur des acteurs non lucratifs, et notamment les fondations, pour garantir la confiance des donateurs. C'est notre expérience à la Fondation du patrimoine depuis 20 ans, d'avoir réussi à mobiliser au bénéfice de 30 000 projets publics et privés tout un public de donateurs. Et c'est un enjeu qui est fondamental. C'est un peu un truisme que de dire que notre fondation est une fondation. C'est un acteur non lucratif, privé, qui mobilise la société civile. Et ce statut a une très grande importance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce modèle des acteurs non lucratifs susceptibles de mobiliser la population dans des actes de générosité, il est en risque d'ubérisation. De ce point de vue, notre problématique, elle ne nous est pas unique, elle est le propre de tout le secteur non lucratif qui est celui des fondations, mais aussi des associations qui luttent aussi pour le patrimoine. Nos structures sont faites et conçues pour collecter des dons, c'est notre mission sociale. Or, nous sommes dans une période d'un certain relativisme des valeurs et de confusion des catégories. Aujourd'hui, en France, on dit que les entreprises ont des missions d'intérêt général. Aujourd'hui, en France, l'État, suite à l'incendie de Notre-Dame, organise une souscription nationale. Mais en fait, l'État, il a le monopole de la contrainte. Il est là pour prélever autoritairement l'impôt. Et les entreprises, leur rôle essentiel est de créer de la richesse. Elles ne sont pas faites non plus pour manier des dons. Elles ne peuvent pas garantir, elles ne sont pas structurées pour garantir la confiance des donateurs. Grâce à la société civile, nous savons, comme nous l'avons vu avec Notre-Dame, que nous pouvons mobiliser des ressources considérables, que nous pouvons mobiliser des ressources qui pourraient permettre de répondre aux besoins du patrimoine. Il y a un pactole là, et celui-ci attire l'attention, aussi bien des budgétaires, de nos administrations, mais aussi des plateformes de dons, lesquelles, dans leur business plan, affichent très clairement l'ambition de prélever un pourcentage de cette cagnotte. Il faut rappeler et il faut défendre le fait que notre capacité à susciter et obtenir des dons, nous la devons aux garanties et à la sécurité que nous apportons à nos donateurs, qui sont liés à nos statuts d'indépendance, mais de contrôle par l'État, avec la traçabilité des dons, la transparence des comptes, des contrôles externes, à la fois des ministères qui sont présents au conseil d'administration, de commissaires aux comptes et de la Cour des comptes. Donc, au plan européen, ces remarques invitent à une double action. D'une part, envisager la création ou la mise en réseau des institutions homologues aux nôtres,
Et ça, on peut le faire avec la capacité d'impulsion et de réunion d'Europa Nostra, de sorte à ce qu'on diffuse ce modèle efficace. Et quand il existe, notamment dans la précédente panel intervenaient les représentants du National Trust d'Écosse, donc il y a un certain nombre de pays qui ont déjà des acteurs homologues, donc de pouvoir promouvoir ce modèle, mais aussi défendre au niveau de l'Union européenne que le rôle des acteurs non lucratifs est important au soutien de la philanthropie et qu'on ne confond pas avec le rôle des acteurs de l'économie numérique qui, certes, peuvent nous proposer des outils extrêmement efficaces, mais dont le rôle est différent. Et puis finalement, le troisième ingrédient, qui est celui qui pimente le tout et qui fait le succès, c'est le désintéressement, l'insincérité et la passion. Ce qui fait la force de nos structures, c'est notre désintéressement, le fait que nous travaillons au service de la cause du patrimoine. Je rappelle que le don n'est pas un impôt, ce n'est pas un objet de commerce, c'est une construction sociale assez fragile qui repose sur l'émotion et sur la confiance. Il crée du lien et, de ce fait, la valeur d'engagement dépasse les ressources financières qui sont apportées. La philanthropie, ce n'est pas un geste comme un autre, c'est une occasion de participer. C'est aider les autres et soi-même, ça crée du lien et de la fierté dans une société où on est un peu déraciné, où on se sent parfois déshumanisé par la dématérialisation des rapports. Et on sait bien que les personnes qui ont donné pour Notre-Dame, elles l'ont fait pour réparer le monument, mais aussi pour se réparer elles-mêmes du choc qu'elles avaient vécu. Donc cette volonté de participer, on la retrouve parmi nos bénévoles qui s'investissent sur le terrain, et sous le bénévole de tout le secteur associatif. On la retrouve aussi, et c'est l'image suivante, à travers des figures qui peuvent inspirer l'action de la société tout entière. On a besoin aussi de ces ambassadeurs qui sont plus célèbres que nos bénévoles anonymes et qui agissent aussi avec leur engagement personnel, avec leur sincérité. Alors c'est notre Stéphane Bern. Le défi aujourd'hui pour tous les acteurs qui veulent défendre le patrimoine, c'est de trouver ces ambassadeurs anonymes, tels que les bénévoles, ou plus célèbres, ou alors de désigner Stéphane Bern, Monsieur Patrimoine au niveau européen, mais je ne sais pas s'il aura le temps de sauver tout le patrimoine européen. Merci beaucoup. Alors, on parlait d'ambassadeur et maintenant, c'est à une forme d'ambassadeur que je vais faire appel, Monsieur Folland. Vous allez nous présenter l'action que vous menez à l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit, qui est une structure très originale et qui a pour modèle, je crois, le Fonds mondial contre le sida, qui vous sert de référence. Et cette référence a un intérêt dans notre table ronde, c'est qu'elle cherche à innover dans son financement. Et vous allez donc nous présenter votre démarche. Bonjour, good afternoon. Donc moi, je m'exprimerai effectivement en français aussi, pour rendre hommage à la langue de Molière. Mais mon PowerPoint est en anglais, pour que nos amis anglophones puissent suivre plus facilement cette présentation. Je voudrais remercier Europa Nostra de nous avoir associés à cette magnifique opération, cette conférence remarquable, cette soirée inoubliable hier. Et moi, je suis très heureux d'avoir l'occasion de présenter ALIF à un public européen, parce que ALIF, c'est une toute nouvelle fondation basée en Suisse qui a un peu plus de 2 ans. Et naturellement, quand on est tout jeune, eh bien, il faut se faire connaître. Et je remercie SNESCA de nous avoir permis d'être à vos côtés aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de financement innovant, mais aussi d'un instrument innovant, comme ça a été signalé. Je vais vous parler du patrimoine européen, mais aussi et surtout du patrimoine hors d'Europe, pour l'essentiel, puisque nous intervenons dans les zones en conflit et que, heureusement, pour l'Europe, l'Europe est une zone globalement en paix. Next. Donc, ALIF, je ne sais pas si vous vous souvenez, ALIF, c'est une initiative franco-émirienne qui est une réponse à la barbarie, une réponse à la destruction massive du patrimoine culturel au Sahel et au Moyen-Orient ces 10 dernières années. Et cette initiative a été mise en place progressivement. Et aujourd'hui, le secrétariat existe depuis 1 an. Aujourd'hui, nous finançons 25 projets de réhabilitation, de protection du patrimoine dans le monde. Et nous intervenons donc déjà dans 7 pays, Afghanistan, Côte d'Ivoire, Irak, Libye, Mali, Syrie, Yémen. Next. Alors, ALIF, c'est effectivement une initiative relativement unique, soyons modestes.
c'est effectivement le seul fonds mondial qui intervient dans les zones en conflit. Il existe d'autres initiatives qui ont été prises d'ailleurs après les événements terribles des années 2010-2015, et plus loin encore, et notamment je pense au fonds créé par nos amis britanniques, mais qui était un fonds national et qui d'ailleurs s'est mis plus rapidement en place que le fonds multilatéral qui a été créé à l'initiative de la France et des Émirats. La spécificité d'ALIPH, c'est que c'est à la fois une fondation privée de droit suisse, ce qui nous donne une certaine souplesse, et des qualités qui ont été relevées par Madame, mais c'est aussi une organisation internationale. C'est-à-dire que nous avons un accord de siège avec la Suisse qui fait que nous avons le même statut en Suisse que les Nations Unies à Genève. Ça, j'aime bien le dire parce que ça fait quand même important. Alors, et deuxièmement, nous figurons aussi dans une résolution des Nations Unies de mars 2017, cette fameuse résolution consacrée à la protection du patrimoine dans les zones en conflit. Donc, ALIPH a ce statut international. C'est une fondation dont la mission première est de distribuer des financements. Hein, c'est notre fonction. Mais nous accompagnons les projets, et notamment nous accompagnons sur le plan scientifique parce que nous avons un processus de décision qui implique de manière très conséquente l'expertise scientifique. Et nous avons notamment un comité scientifique qui est présidé par Jean-Luc Martinez, le président directeur du Louvre. Enfin, et c'est important en fait, et je rejoins ce que vous disiez, ça me paraît très important de montrer que la structure elle-même est un gage, comme vous l'avez dit très justement, du financement de demain. Et ce qui, de mon point de vue, fait aussi la qualité de notre institution, c'est que nous sommes une petite structure avec un mode de management start-up. Hein. Moi, j'étais en poste à Boston avant, donc les start-up, j'en ai vu beaucoup. Ça m'a donné un peu le goût des start-up et une idée de ce que ça devait être. Et j'ai un président de conseil de fondation qui est un entrepreneur américain, collectionneur d'art. Et voilà, son motto, sa devise, c'est action, action, action. Alors, nous avons tous pris note de cette devise et c'est devenu notre devise commune, agir. Next. ALIPH, c'est aussi un instrument financier relativement innovant. Hein, là encore, modestie, comme vous l'avez très justement dit, le Fonds global contre le sida est la référence. C'est-à-dire, et ça a été créé en 2002, l'idée c'était de créer un partenariat public-privé pour lever des fonds plus importants à destination de la lutte contre le sida. Et là, c'est l'idée qui a été lancée suite à la fois au rapport de Jean-Luc Martinez de 2015 et à la conférence d'Abu Dhabi sur la protection du patrimoine. L'idée, c'est de faire un partenariat public-privé. Alors, nous avons déjà 8 pays donateurs et qui sont des pays, alors plus exactement 7 pays donateurs plus un pays hôte. 7 pays donateurs qui sont, comme vous le voyez, assez différents. Hein. La Chine, la France, le Koweït, le Luxembourg, le Maroc, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Nous avons aussi 3 donateurs privés, notamment la Mellon Foundation, plus 2 philanthropes. Et puis la Suisse nous accueille et nous donne des avantages en nature. Nous avons pour objectif, dans les années qui viennent, de développer le nombre de membres et nombre d'États, membres d'ALIPH. Nous avons pour objectif aussi d'aller chercher des financements du côté des institutions régionales, multilatérales, et je pense naturellement à l'Union européenne. Et enfin, il va falloir accroître la place des donateurs privés au sein du capital d'ALIPH. Alors, je vais être honnête avec vous, encore une fois, ça a été lancé il y a 2 ans, moi je suis en place depuis 1 an. Ma priorité, ça n'a pas été de lever de l'argent, puisqu'il y en avait déjà. Il y avait près de 80 millions de dollars de promesses de dons qui avaient été faites en 2007, et aujourd'hui, nous avons plus de 70 millions de dollars, donc nous pouvons faire des choses. Ma priorité, c'est plutôt de montrer que ALIPH est capable de soutenir des projets sur le terrain et des projets concrets. Et c'est, me semble-t-il, ce cercle vertueux qui sera mis en place et qui permettra plus tard d'attirer de nouveaux financements. Juste un point. Aujourd'hui, 95% de financement public. Donc, il y a du travail à faire pour le directeur à destination des opérateurs privés. Mais je suis relativement satisfait parce que j'en parlais à l'ancien directeur général du Fonds mondial contre le sida qui m'a dit au Fonds mondial, c'était 96%. Donc, vous inquiétez pas, c'est mieux que nous. Voilà, next. Donc, notre objectif, c'est d'être le plus concret possible. Et ça, c'est vraiment l'esprit du board. Et c'est aussi l'une des spécificités de cette nouvelle organisation internationale, c'est que comme elle est de taille modeste,
c'est plus facile d'avoir un consensus au sein du board, et je dirais d'ailleurs qu'il est pour l'instant toujours très aisé. Donc, on a pour objectif d'intervenir avant, pendant et après les conflits, pour la protection du patrimoine matériel et immatériel, mobilier ou immobilier, et à travers 2 dispositifs que l'on veut le plus souple possible, soit une saisine au fil de l'eau pour des projets d'intervention rapide de montant plus modeste, soit 2 appels à projets par an, et là, ça nous permet de sélectionner des projets beaucoup plus ambitieux, d'un projet à $10 000 jusqu'à plusieurs millions de dollars. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Qu'est-ce qu'ALIPH peut faire avec l'Europe et plus particulièrement avec l'Union européenne? D'abord, est-ce qu'on peut protéger le patrimoine européen? Je ne sais pas si c'est ce que vous aviez en tête, ma chère Snežka, si ALIPH et Europa Nostra pouvaient ensemble protéger le patrimoine européen. Heureusement, je dirais à la marge pour l'instant. Hein, voilà. Parce que nous n'avons pas de définition stricte de notre champ géographique. Hein. Il est très probable que nous intervenions en Asie, en Amérique latine, etc. Mais enfin, nous intervenons quand même autour d'un conflit, avant, pendant, après. Donc, encore une fois, l'Europe n'est pas notre continent cible. Mais il y a des conflits en Europe. Mais surtout si on prend la grande Europe. Voilà. Si on sort de l'Union européenne, il est clair qu'il y a des conflits. Et donc, nous allons être amenés à intervenir dans les semaines qui viennent au soutien de projets dans des pays en conflit. Avec juste une difficulté, c'est que lorsqu'on dit à un pays qu'il est en conflit, et que ALIPH est prêt à intervenir pour soutenir un projet culturel et patrimonial dans un pays en conflit, ce n'est pas une notion qu'on aime beaucoup. Hein. Donc c'est toujours un peu délicat. C'est pour ça que moi je milite pour que ALIPH, ce soit plutôt que l'intervention dans les zones en conflit, l'intervention pour la paix. Next. Et il y a un autre aspect où l'Union européenne et ALIPH peuvent travailler ensemble, c'est la protection du patrimoine hors d'Europe. Puisque, comme vous le savez, l'Union européenne, qui a une politique étrangère, a fait de la protection du patrimoine l'un des aspects déterminants de sa politique culturelle extérieure. Et moi, je suis persuadé que l'on doit travailler ensemble, que l'on doit regarder ce que l'on peut faire ensemble en matière de protection du patrimoine dans les zones en conflit. Là, vous avez un exemple de ce que l'on a financé, c'est-à-dire le monastère de Mar Benam, qui est à 30 km au sud de Mossoul, et qui est un monastère où se rencontrent yézidis, chrétiens et musulmans, et qui a été restauré par une ONG, et nous l'avons financé pour 250 000 €. C'est typiquement le genre de projet concret que nous souhaitons développer. Pour conclure, je dirais que ALIPH incarne un nouveau mode d'intervention que j'appelle le multilatéralisme de projet, que d'autres appellent le multilatéralisme par la preuve. Et je souhaite une chose, c'est que l'Union européenne, et plus largement l'Europe et ALIPH, travaillent étroitement ensemble à l'avenir, car je pense que nous partageons les mêmes valeurs, je pense que nous partageons les mêmes objectifs, protéger le patrimoine pour la paix dans les zones en conflit, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Je vous remercie. Ce qu'on peut retenir des 2 interventions précédentes, c'est que la confiance est un facteur majeur de transformation et de formalisation d'un don. Et je me tourne vers vous, Miguel Magalhães. Vous êtes spécialiste des questions de mécénat et de fondation. Vous occupez actuellement le poste de directeur de l'antenne parisienne de la fondation Gulbenkian à Paris. Et j'allais vous demander quelle est la recette de la fondation Gulbenkian. Je ne sais pas exactement. En tout cas, je veux remercier Europa Nostra de l'invitation et de vous féliciter par la soirée magnifique d'hier soir. J'ai l'impression que je vais évoquer pas mal de sujets qui ont été déjà évoqués, donc je m'excuse de la répétition, ça veut dire qu'on est dans la même longueur d'onde. En 2019, la Fondation Gulbenkian commémore les 150 ans de la naissance de Kalous Gulbenkian, un Arménien visionnaire qui a bâti sa fortune dans l'industrie pétrolière. Grand collectionneur d'art, né à Istanbul, citoyen de l'Empire ottoman, il a vécu entre Londres et Paris et est décédé à Lisbonne où il s'installa pendant les dernières années de sa vie. Il a légué par testament la presque totalité de sa fortune à une fondation s'inspirant des exemples philanthropiques de John Rockefeller, Henry Ford ou Andrew Carnegie.
Quoique la mission de la Fondation Gulbenkian soit large, une fondation pour l'humanité, avec des activités dans les domaines de l'art, de l'éducation, de la science et du développement humain, notre premier devoir est la sauvegarde de sa collection d'art. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je précise qu'il s'agit d'une collection assez idiosyncratique qui s'étend de l'Égypte ancienne aux arts islamiques, aux arts décoratifs français du XVIIIe siècle ou encore au courant impressionniste. Il s'agit de pièces d'excellente qualité, représentatives de ce que divers peuples, civilisations, artistes, artisans ont produit de meilleur pendant 3000 ans. La nature cosmopolite et polymathe de Calouste Gulbenkian détermine l'ADN de la Fondation. La notion de patrimoine est vaste, tant matériel qu'immatériel, avec multiples origines et hybridations. Une vision généreuse du monde et une conception élargie du patrimoine sont au cœur de notre façon de travailler. La Fondation Gulbenkian a tenu dans le passé un rôle particulièrement actif au niveau de la protection et de la sauvegarde du patrimoine, au Portugal et ailleurs dans divers pays du monde. Je citerai parmi tant d'autres la restauration de la forteresse d'Ormus en Iran ou le soutien au musée indo-portugais à Cochin dans le sud de l'Inde. La Fondation a par ailleurs développé un ambitieux projet de catalogage de patrimoine d'influence portugaise dans le monde, consultable aujourd'hui en ligne. En tant que fondation, mais aussi en tant qu'organisation culturelle, avec un musée et deux collections, un orchestre et d'innombrables activités artistiques, ainsi que de mécénat dans les domaines du cinéma, des arts visuels, du théâtre ou de la danse, l'un de nos objectifs est de bien saisir les tendances en cours dans les secteurs culturels et créatifs. À qui seront octroyées des bourses? Qui sera financé par la Fondation dans 10 ans? Quel public sera le nôtre dans le futur? Ce travail de réflexion continue, de prospective, prend comme idée de départ que le patrimoine n'est pas seulement une affaire qui concerne le passé, mais est également le terreau de la création actuelle et fondamentalement de celle du futur. Nous travaillons conscients que la dichotomie qui a pendant fort longtemps séparé le patrimoine de la création, le passé du futur, ne fait plus de sens. Le monde change, les fondations évoluent, quand bien même les problématiques soient toujours identiques. J'essaierai donc de proposer quelques pistes en réponse à la question qui nous est posée ici aujourd'hui. Les fondations sont par nature partenaires de l'État et, qui plus est, alliés de la société civile, bénéficiaires naturels de leur activité. Notre travail est de moins en moins un effort de top-down, de financement seul, unidirectionnel, et de plus en plus une collaboration. Quoique ceci puisse sonner comme un cliché, je tiens à dire qu'aucune fondation ne peut travailler seule, quand bien même ses moyens soient cossus. Nous menons un effort constant pour identifier les problèmes les plus urgents et trouver les bons partenaires qui nous aideront à résoudre ces questions. Les réseaux formels et informels et le dialogue avec la société civile sont le résultat naturel de ces démarches, puisque c'est cette même société qui nous sollicite. Nous avons déjà eu l'opportunité, madame, notamment, de parler de la création d'un loto qui financerait le patrimoine européen, à l'image de plusieurs exemples similaires en Europe. Je n'étais pas au courant de ce projet au Portugal. Et cette solution nous semble efficace, et l'exemple britannique ou allemand nous le confirme. Il y a cependant d'autres mécanismes financiers possibles, notamment dans le cadre de l'investissement à impact social. Cette modalité d'investissement utilise de l'argent que génère un retour financier et social. Les organisations sociales accèdent à un financement adapté à leurs nécessités matérielles qui améliore leur capacité d'action avec l'impact et les dirige vers des résultats concrets. Ceci signifie que l'investissement à impact social concerne des investissements faits dans des entreprises, organisations ou fonds avec le but de générer un impact bénéfique, mesurable, social ou environnemental, en plus de garantir un retour financier. Ce nouveau domaine de l'économie, à la croisée de l'économie sociale, de marché et de l'expérimentation au niveau de la production de politiques publiques, propose un éventail élargi d'outils financiers innovants, mais également un cadre juridique pour les nouveaux acteurs de l'économie. Notre proposition est d'élargir le domaine d'action de ces mécanismes financiers au-delà du domaine social et environnemental en cherchant d'autres applications dans le domaine du patrimoine.
Une autre piste possible concerne la possibilité de développer ce modèle de fondation qu'on trouve facilement dans le monde anglo-saxon et en Allemagne, mais pas existant en France et au Portugal et je crois dans d'autres pays européens. C'est le modèle des fondations communautaires qui se consacrent exclusivement au développement de projets communautaires dans certaines zones géographiques. Il s'agit d'un modèle financé par des particuliers, des familles ou des entreprises locales qui apportent leur soutien à des projets à but non lucratif intimement liés aux communautés dont il est question. Nous savons qu'un pourcentage important du patrimoine et en danger se trouve loin des grandes agglomérations urbaines, éloigné des circuits touristiques et oublié des dynamiques de financement public et privé. Nous savons également que traditionnellement, l'action locale en France et dans beaucoup de pays européens s'appuie sur l'action associative. Je ne vois pas cependant aucune raison qui empêcherait ce modèle de fondation de se développer pleinement en Europe. Il y a le potentiel pour enrichir les dynamiques locales en sensibilisant les communautés autochtones à des causes communes, en trouvant des mécanismes de financement innovateurs et des alternatives judicieuses. Permettez-moi d'émettre un avis concernant la relation entre patrimoine et développement durable. Nous voulons croire qu'il y a dans ce lien une opportunité appréciable de financement. Par développement durable, nous voulons parler de son sens élargi, englobant région et terroir, promotion de l'organisation territoriale, respect de la nature, ainsi que les besoins durables des populations, avec les innombrables opportunités qui en découlent. Des opportunités qui jaillissent du besoin de promouvoir l'équilibre entre le tourisme responsable et la mise en valeur de ce tourisme dans les régions, alors qu'à l'heure actuelle, il se concentre sur un nombre réduit de villes ou de lieux d'attraction touristique. Le grand défi des prochaines années est la recherche d'équilibre entre l'offre et la demande du marché de la culture, y compris du tourisme culturel. Dans cet effort se trouve tout un éventail nouveau d'opportunités de financement de la sauvegarde du patrimoine. L'Europe et la France ont démontré au cours des dernières années qu'elles peuvent être un exemple d'avant-garde dans ce domaine. On le remarque à leur manière de proposer des modèles innovants de tourisme, à leur respect du terroir, à la mise en pratique de leur connaissance singulière du monde des métiers d'art et des métiers liés à la sauvegarde du patrimoine. Il reste cependant un long chemin à parcourir, je crois. Je voudrais terminer en soulignant que les fondations sont des partenaires naturels pour chacune de ces démarches, auprès de l'État, du secteur privé et de la société civile, puisqu'elles sont des acteurs possédant ressources, liberté d'expérimentation et un capital propre. Les fondations feront face à des défis importants dans les années à venir, notamment en ce qui concerne le processus de légitimation ou d'autolégitimation de leurs existences. Nous sommes des entités qui financent, qui facilitent, qui expérimentent. Nous sommes des laboratoires de tests et de prospectives. Il nous incombe de collaborer avec la société et de démontrer notre utilité. Je vous remercie. Monsieur Magalhães, vous avez parlé de partenariat. Et alors, assez naturellement, je vais me tourner vers vous, monsieur Francisco de Paolo Coelho. Vous qui êtes ici en tant que doyen de l'Institut de la Banque européenne d'investissement, qui est un partenaire ancien du patrimoine en Europe, partenaire d'Europa Nostra. Et à travers les différents postes que vous avez occupés au sein d'institutions financières comme la Banque mondiale ou la Banque européenne d'investissement, la question qu'on peut vous poser, c'est quels moyens, comment on peut associer le secteur économique, le secteur privé, au financement et au financement innovant en matière de patrimoine. Merci, c'est effectivement la question. Mais tout d'abord, je voudrais remercier les Assises européennes du patrimoine culturel de m'inviter à cette table ronde. Je crois que vous avez fait preuve de beaucoup de bravoure en invitant un banquier à ce forum d'experts en patrimoine culturel. Vous avez pris le risque d'introduire le loup dans la bergerie. Vous ne serez pas surpris, je vais parler surtout d'argent et très peu de culture. Car la BEI est le bras financier...
car la BEI est le bras financier de l'Union européenne et vous ne le savez peut-être pas, c'est le plus grand prêteur multilatéral au monde. Chaque année, nous apportons environ 80 milliards d'euros de financement ainsi que notre expertise technique à des projets d'investissement viables, un mot qui va revenir souvent dans ma présentation, et des projets d'investissement qui contribuent aux objectifs de l'Union européenne. C'est donc depuis notre création en 1958 plus de 1000 milliards d'euros que nous avons investis pour rendre l'Europe plus compétitive, plus ouverte, plus unie et plus équitable. Parmi ces objectifs de l'Union européenne figure naturellement la défense du patrimoine culturel, dont la BEI finance des projets et qui constitue, à notre avis, un élément essentiel pour renforcer la cohésion des territoires de l'Union européenne. Mais étant une institution qui se finance non pas par des apports de fonds publics, mais par l'émission d'obligations sur les marchés financiers, donc à un coût zéro pour les contribuables européens, nous avons une responsabilité fiduciaire. Cela implique que nos prêts doivent être accordés pour des projets financièrement viables. Outre la viabilité économique et financière, nos évaluations préalables à la décision de prêter portent sur des critères techniques, sociaux et environnementaux. Ces évaluations sont menées par des ingénieurs autant que par des financiers, et je pense qu'elles constituent vraiment la marque de fabrique de la BEI. L'approbation d'un prêt de la BEI, souvent, est un facteur déclencheur d'apport de fonds complémentaires. Nous nous interdisons de financer plus de 50% du coût total d'un projet. En moyenne, c'est moins d'un tiers du coût total d'un projet que nous finançons. Donc la décision d'investir sur un prêt, après l'évaluation, a un effet multiplicateur sur les financements parallèles que cette décision peut générer. Alors pour ce qui est des projets relatifs au patrimoine et aux infrastructures culturelles, depuis notre création, c'est plus de 1200 millions d'euros que nous avons accordés, dont 400 millions au cours des 8 dernières années. Mais bien sûr, l'argent seul ne suffit pas. C'est Oscar Wilde qui a dit « No man is rich enough to buy back his past ». Alors le bras philanthropique de la BEI, l'Institut, dont la vocation est d'accorder des aides financières non remboursables, il travaille avec Europa Nostra depuis 2013, en particulier dans le cadre du programme Seven Most Endangered, dont Ambroise Fayolle a rappelé ce matin les grandes lignes et qui a pour finalité de sauver les sites les plus menacés. Alors pour ce faire, nous apportons notre expertise technique par des missions d'évaluation conduites bénévolement par des ingénieurs et des économistes, et qui rédige un rapport résumant les solutions techniques et économiques pour sauver ces sites. Ces rapports sont rendus publics et ils sont disponibles sur le site de Europa Nostra. De ces chantiers, de notre implication dans ces chantiers, nous avons retenu des leçons multiples dont je voudrais aujourd'hui citer 3. La première est que l'approche, et ça a déjà été dit par d'autres intervenants, doit être holistique, qu'elle doit impliquer tous les acteurs concernés, en particulier la société civile et les autorités locales, tant il est crucial de mobiliser toutes les bonnes volontés, toutes les parties prenantes pour sauver un site ou pour lui attribuer une nouvelle utilisation qui permettra de survivre. La deuxième est que le patrimoine culturel est souvent économiquement rentable, du moment que tous les bénéfices indirects, et pas forcément monétisables, soient pris en compte. Ceci revient à dire que tous ceux qui en tirent profit devraient y contribuer. Et je ne résiste pas à vous raconter une anecdote. C'est une étude qui a été menée récemment par l'Université libre de Milan et qui a établi qu'il y a un effet apaisant des sites culturels sur le niveau de stress et d'adrénaline des visiteurs, et donc une corrélation positive avec leur longévité. Et en ce moment, ils seraient même en train d'étudier les économies qui en résulteraient sur les budgets publics de la santé. Et donc, logiquement, il faudrait envisager, transférer des budgets de la santé au budget de la culture, les économies qui en résulteraient. C'est une recommandation pour la Commission européenne aussi. Et la troisième est qu'un chantier de réhabilitation de patrimoine endommagé requiert du temps
et donc du financement à long et à très long terme. Nous avons eu malheureusement connaissance de chantiers qui ont été mal menés ou bâclés du fait que les subsides disponibles devaient être déboursés, mobilisés rapidement. Alors, comme pour les prêts de la BEI pour ce genre de projet, nous recommandons des termes très longs, typiquement des maturités de 25 ans avec des périodes de grâce de au moins 5 ans. Il a aussi été fait état ce matin de l'Eurobaromètre consacré à ce sujet et qui montre à quel point les Européens sont fiers de leur patrimoine culturel. On a cité que 80% d'entre eux considèrent que le patrimoine culturel est important pour eux, mais un pourcentage peut-être encore plus significatif, c'est que 74% des interrogés estiment que davantage de ressources doivent être consacrées à leur sauvegarde. Mais bien sûr, il faut être réaliste, il n'y a pas assez d'argent public disponible pour tout le patrimoine européen. D'où le besoin de nouvelles sources et de solutions innovantes, comme le loto national lancé par Stéphane Bern et que je félicite. On estime qu'actuellement, les investisseurs publics couvrent à peine 50% de ce qu'il faudrait pour maintenir les infrastructures existantes en leur état. Et ceci s'applique naturellement aussi à la préservation du patrimoine culturel. Et donc, il faut chercher d'autres solutions. Et là, je rejoins la préoccupation récemment publiée par le Conseil des architectes européens. Seules des nouvelles utilisations permettront au patrimoine de continuer à apporter une contribution utile à la société. Alors, c'est déjà depuis pas mal de décennies le cas des paradores en Espagne ou des posadas dans mon pays, le Portugal. Beaucoup de ces sites, aujourd'hui, probablement, ne seraient plus debout si leur usage n'avait pas été transformé. Et ces transformations supposent des partenariats, des synergies, des partenariats entre la puissance publique dans ses différentes formes, locales, nationales, européennes, bien sûr, et la société civile, mais aussi partenariats avec le secteur privé. Cela implique d'envisager d'autres usages pour des bâtiments ou des sites qui ont perdu leur fonction originelle, mais qui gardent leur importance historique, mémorielle, comme marqueur de l'identité profonde du lieu. Et souvent, cela signifie d'envisager un usage privé, voire commercial. C'est pourquoi je pense que si nous voulons réellement préserver notre patrimoine, nous devons tirer des leçons, des approches innovantes en matière de financement, de nouvelles formes de gouvernance, de gestion intégrée du paysage, comme cela a été dit, de partenariats public-privé et du financement participatif. C'est ainsi qu'on pourra débloquer la possibilité de croissance et de développement offerte par le patrimoine européen. Nous devons parler davantage avec les représentants du secteur du tourisme ou des sociétés engagées dans la revalorisation des territoires. La BEI estime pouvoir apporter un rôle supplémentaire, au-delà de son rôle traditionnel de financier de projets de récupération d'infrastructures culturelles et de réhabilitation du patrimoine. Et ce rôle que l'Institut de la BEI se propose de jouer consiste à mettre plus systématiquement en rapport des promoteurs de sites à la recherche de financement et des investisseurs privés aux côtés de financiers publics. Mesdames et messieurs, l'argent n'est pas tout, bien sûr. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Mais ce serait une illusion de croire qu'on peut y arriver avec seulement des fonds publics. C'est à notre avis seulement en unissant nos efforts et ceux de nombreux partenaires que nous obtiendrons des résultats durables pour préserver ce patrimoine européen qui nous tient tous à cœur. Je vous remercie. Alors, je vais me tourner vers nos amis d'Europa Nostra pour savoir si on a un peu de temps pour avoir quelques questions, remarques, commentaires de la part de la salle. Donc, nous avons donc à peu près 12 minutes de temps d'échange avec la salle. Alors peut-être qu'on peut prendre une série de questions. Oui, merci beaucoup. Donc Catherine Magnan, Commission européenne, c'est pas tant une question qu'un commentaire et qu'une une offre de prolongation.
J'ai dit ce matin à propos du patrimoine culturel, du changement climatique, qu'on allait créer un groupe d'experts sur ces questions-là des États membres pour collecter les bonnes pratiques et faire avancer la réflexion en Europe. J'en viens maintenant au sujet de ce panel-ci. On a aussi le projet de continuer à travailler sur les sources de financement pour mettre en partage ces expériences nationales qui peuvent inspirer d'autres pratiques dans d'autres pays européens. Donc ça, c'est un projet que nous avons pour l'année prochaine. Donc voilà, c'est aussi un engagement vis-à-vis des participants à ce panel. Nous allons prendre le relais. De toute façon, tous les acteurs doivent contribuer à leur façon, à leur niveau, on doit tous ensemble tirer dans le même sens par là où on le peut, mais nous allons contribuer en tant que Commission européenne à ce travail. Et ça illustre encore une fois le partenariat aussi que nous formons, société civile, institutions publiques, essayer de chacun, voilà, l'un lance un sujet, l'autre le reprend, chacun agit à son niveau et c'est comme ça que je crois qu'on peut avancer. Donc nous continuerons cette réflexion, mais à un niveau européen, avec des interventions et des exemples de différents pays, l'année prochaine sur les sources de financement. Maintenant, j'aurais des questions pour monsieur qui gère le fonds ALIF, mais bon, elles sont peut-être un peu, pointues, et peut-être qu'on peut avoir une conversation en bilatéral. Non. Mais je veux dire, parce qu'on a très peu de temps. Et donc, la souplesse, c'est merveilleux. La souplesse, on en rêve. On en rêve tous, nous qui gérons des fonds publics. Mais se posent des questions liées aux appels d'offres, à la sélection des projets, à la transparence, à l'égalité de traitement. Ceci, malheureusement, en général, requiert du temps. Et je serais très curieuse de savoir, très intéressée de savoir comment vous le faites. Mais je crois que c'est... Voilà, on peut peut-être se parler après pour laisser la question, le temps à tout le monde. Il y a une personne là qui voudrait s'exprimer. Oui, merci. Après ça, oui. Alors, Koen van Baarle, je suis membre du Conseil de Europa Nostra. I will do it in English, so we have a balance in languages. First thing I would like to do is just to call all upon you to respond to the survey which is launched by a project in which Europa Nostra is part of, which is called Elucidare. You can find it elucidare.eu, where we are looking for surveying good practices in innovation, which of course includes financial innovation. So with this done, I think I will call upon you to go to the website and to also learn about the event that we are organizing on the 20th of November in Brussels, where we will have a network event, that we will have those kind of exchanges amongst many practitioners, good practices, discussing innovation, but also the aspect of cultural diplomacy. Second thing I would like to call upon is, as I have a UNESCO chair on preventive conservation, is that we learned from practices in the Netherlands and in Flanders that maintenance is a much better and much more good financial resource to work with. And just to keep it brief, what we learned from that is that we are basically trying to develop the public health equivalent for conservation. So we are very much responding to illness, but we basically, on the long term, we are better off with public health. And what we learned from that is that it is a very much more systemic approach. So I think it calls upon financing not only the interventions, not only the direct actions, but to make sure that the environment around is ready. Part of it has been dealt with, but I think also on the technical part of conservation, there are a lot of things which are necessary. And I would just recall you the experience that we have in Flanders and in the Netherlands with Monumentenwacht. These are organizations which are monitoring and can inspect, help owners to make sure that through maintenance, their buildings are kept up. And I think this is much more effective than many of the interventions we often are talking about. Thank you for... Je voudrais juste répondre brièvement à cette intervention qui est très pertinente. On n'a pas pu parler de tout, mais effectivement, la prévention et l'entretien sont un enjeu fondamental pour diminuer les coûts finaux que l'on supporte lorsqu'il est trop tard, que le bâtiment s'écroule ou qu'il
qu'il part en feu. Et ça, on l'a bien compris avec Notre-Dame, et c'est pourquoi notre fondation a lancé une action qui s'est appelée de manière un peu provocante « Plus jamais ça », mais il s'agit bien de réfléchir aux moyens de prévenir ce genre d'événements. Et effectivement, il y a des technologies, il y a des bonnes pratiques, et il y a des petites dépenses à faire pour pouvoir remédier à ce problème. Donc il va falloir réfléchir, d'abord créer, je crois qu'un corpus de méthodes, et puis ensuite on pourra investir dans ce domaine-là. Et pour répondre à Madame Magnan, c'est vrai que quand on veut être agile, on peut se reposer sur des institutions privées comme les fondations qui, tout en étant contrôlées, sont quand même des institutions privées, donc elles ont la réactivité des méthodes du privé. Juste avant de descendre, accueillir le ministre, je voulais juste remercier Célia Verot de parler de cette problématique de l'espace européen de la philanthropie, et juste de dire que nous allons, après les Assises de Paris, certainement poursuivre cette conversation aussi avec la European Foundation Center et Daphne, c'est le réseau des associations nationales des fondations. Ils sont basés à Bruxelles, et puisque les assises prochaines vont être à Bruxelles, c'est certainement un sujet qu'on va retenir et qu'on va approfondir avec la Fondation du patrimoine, avec la Fondation Gulbenkian, et peut-être tous ensemble, on pourra faire avancer ce sujet fort important. Absolument, parce que nous avons déjà, je pense que tu mentionnes, Alexandre mentionne la feuille de route que tu as préparée. Hello, yeah. My name is Axel Mykleby. I'm a member of Europa Nostra Norway, but I also have different hats. I'm a NICOMOS member of the Scientific Committee of Risk Preparedness and the Committee of Blue Shield, which I am not quite sure if Alef representative knows. It's the organization of 4 NGOs which has a very close connection to UNESCO. It's ICOMOS and the organization of museums, ICOM, and IFLA, the Organization of Libraries International, and ICA, the Archives. This organization has next week a meeting in Brussels and is based on the second protocol, which celebrates 20th anniversary this year, a second protocol of the Hague Convention from 1954. You know that, the protection of culture heritage under armed conflict. And I think it's so important that the organizations and institutions who work with this risk preparedness knows about each other, and I don't think they do really. And so please, I'd like to have contact with Alef, but I also like to mention that like organization, or should I say project, Endangered Archaeological Heritage in the Middle East and North Africa it's been going on for some years. And it's 3 universities. There's Leicester and Oxford and Durham working on that. So there are a lot of things going on, but I would love to have more collaboration. Thank you. Le contact est établi. Est-ce qu'il y a une autre remarque, une question? Merci beaucoup. Delphine Dupeux, je travaille pour la European Historic Houses Association, so heritage houses owners. We did publish recently a study on family-owned heritage houses that was supported by European Commission. It has really, really important figures about what we represent, and that we almost represent 50% of the built heritage in Europe. So this is something to look at. And I was interesting and following the intervention on the maintenance also of historic building, it's also about the capacity building of the managers of those buildings to keep it. Because we've seen very nice picture of renovation, but what comes after, it's really important, and to help people to manage those buildings. So I know Fondation du Patrimoine, you have a lot of activity. Are you envisaging to have something more on the capacity building aspects for private heritage owners, but also all kind of managers? We know that Stefan Bern knows very well about the topic, but still, I think there are a lot of things to do, and it's one of our main recommendations from the study, so we will be happy to exchange on this. Thank you.
Effectivement, on est interrogé et challengé de manière assez récurrente sur la question notamment de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de l'ingénierie de projet, qui est nécessaire aussi bien pour les propriétaires privés que pour les petites communes qui sont en France propriétaires de la majorité des bâtiments patrimoniaux. Alors pour ce qui concerne les propriétaires privés, il y a des associations qui jouent ce rôle auprès de ces propriétaires, à la fois la demeure historique et les vieilles maisons françaises. Mais ceci étant, on reconnaît le fait qu'il y a un besoin d'une offre structurée ou d'une mise en réseau des personnes qui seraient susceptibles de l'apporter. Donc, à côté de la prévention, c'est un autre défi d'avenir, effectivement. Peut-être une dernière intervention ou une dernière question. Oui, je m'appelle Philippe Toussaint, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, je préside les vieilles maisons françaises. Et je voudrais intervenir là parce que tout à l'heure, Célia a dit deux choses très justes, mais différentes. La première, c'était qu'il y avait une majorité de bâtiments protégés qui étaient propriété publique tout à l'heure. Ce qui est tout à fait vrai dans l'acception française du monument historique, qui malheureusement ne couvre que très peu de bâtiments. En Allemagne, il y a eu, comme en Angleterre d'ailleurs, il y a eu des inventaires qui ont été faits. Il y a 1 300 000 bâtiments protégés en Allemagne et il y a 400 000 listed buildings en Angleterre, de la toute petite Angleterre. Donc ça veut dire que nous, on est dans un autre univers. Alors il y a de nouvelles protections qui se mettent en place. Il y a le label de la Fondation du patrimoine. Il y a à peu près 10 000 bâtiments, sauf erreur. 18 000, bravo. Il y a aussi les secteurs qui sont donc des zones urbaines. Et c'est mon deuxième point. Je voudrais souligner quand même que le patrimoine, ce n'est pas seulement des monuments. Ce terme me choque un tout petit peu. Ce sont aussi des maisons, des rues, des places, et voire même des paysages. Et donc l'enjeu est vraiment de couvrir l'ensemble de cette vision du patrimoine. Et donc il faut absolument que les financements ne concernent pas que la transformation de grands bâtiments. Il y a vraiment des cœurs de ville qu'il faut faire revivre. Et c'est d'ailleurs un enjeu de société qui est important, pas seulement en France. Nous avons eu une discussion avec nos amis italiens il n'y a pas très longtemps. Il y a eu un échange franco-italien très intéressant. Je me suis aperçu que c'était presque aussi pire en Italie qu'en France. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, on arrive au terme de cette table ronde. Permettez-moi de remercier Europa Nostra pour l'organisation de ces assises aux côtés de la Fondation du patrimoine et puis pour les différents contacts qui ont été établis avec la salle. Chacun est maintenant libre de prolonger la conversation. Merci beaucoup.